Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous du lundi d'aiguillage. Ça se confirme, le confinement a eu du bon. Si, vous pouvez me croire, vous êtes nombreux à vous être remis à cette occasion au modélisme ferroviaire. Et c'est le cas de Jean-Pierre, chez qui on va aller aujourd'hui. Jean-Pierre, c'est un aiguillonnaute qui justement a occupé ces longs mois d'inactivité en créant un réseau que vous allez pouvoir découvrir dans l'épisode de ce jour. Mais juste avant, permettez-moi de faire une très courte auto-promo. J'ai écrit un livre, vous le savez si vous avez regardé l'épisode de jeudi dernier qui était consacré à une balade sur la Côte Bleue. Ce livre s'appelle « Le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires ». Il va être édité dans les tout prochains jours par La Vie du Rail. On vient aujourd'hui même de refaire une dernière lecture et de caler la dernière image qui manquait. Et ce livre part chez l'imprimeur. Ce livre, c'est une invitation que je vous lance à revisiter la France en train. Ça va tous nous faire du bien, je pense, cet été, de reprendre un petit peu l'air. Et votre visite se fera aussi du bien aux associations qui y sont répertoriées. Il s'agit des trains touristiques, des vélorails, des musées, des bâtiments ferroviaires qui sont ouverts au public. Mais également dans ce guide, vous trouverez tous les trains de jardin, tous les mini-trains ou encore tous les réseaux qui sont ouverts à la visite. En gros, c'est un peu comme si j'avais publié mon carnet d'adresses, celui dans lequel je puise pour vous présenter les reportages que je vous diffuse sur cette chaîne le lundi et le jeudi. Sauf que la mise en page est bien sûr beaucoup plus agréable que celle de mon répertoire d'adresses. Le guide du tourisme et des loisirs ferroviaires sera dans quelques jours disponible dans toutes les bonnes librairies en ligne et hors ligne, à commencer par celle de La Vie du Rail, son éditeur, mais vous pouvez le trouver dès maintenant en précommande sur le site d'Aiguillage, www.aiguillage.eu. Vous allez sur l'onglet Aiguille au Shop. L'intérêt de passer par là, c'est que si vous le souhaitez, je pourrais même dédicacer votre exemplaire. Bon, vous ferez ça après avoir découvert le réseau de Jean-Pierre, hein? Allez, on y va. Jean-Pierre a découvert le modélisme ferroviaire il y a une quarantaine d'années. Une passion qu'il a un temps partagée avec son père autour d'un réseau installé sur un plateau. Mais le manque de temps et de place l'ont quelque peu éloigné de cette activité. Jusqu'à ce qu'à la fin de l'année 2019 vienne l'heure de la retraite, suivie en 2020 du premier confinement. Le temps était donc là. Quant à la place, il y avait moyen d'en faire un peu dans le grenier de sa maison. Le réseau de Jean-Pierre est installé dans une petite partie de son grenier. Il a trouvé sa place autour de la montée d'escalier. Il mesure 4,80 m dans sa plus grande longueur et 3,80 m dans celle où se trouve la gare principale. Et c'est ma foi déjà bien suffisant pour s'amuser. Sans surprise, l'époque évoquée est celle de la fin de la vapeur. J'ai pas voulu rentrer dans un projet comme mon 40 ans ou 45 ans sans avoir pratiqué. Je voulais pas me lancer dans un chantier pharaonique, avoir un projet trop ambitieux au risque de pas réussir, de pas l'aboutir, et voilà quoi. Donc j'ai préféré rester raisonnable. J'aime bien l'époque 3, donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de machines vapeur sur le réseau. Avec une rescapée là, 231C qui doit avoir une cinquantaine d'années. Alors j'ai vu dans le dernier Loco Revue qu'il y avait des gens qui rénovaient ce type de matériel, donc je vais peut-être m'en inspirer pour essayer de la modifier un petit peu. Mais voilà, le pire c'est qu'elle marche toujours quoi. Un matériel qui a 45 ans, c'était une vieille Jouef et ça faisait partie des premiers coffrets de train miniatures que j'ai pu avoir, et avec mon père on partageait le loisir de la faire tourner sur ce fameux réseau plateau quoi. Sur ce réseau, pas de reproduction exacte d'un lieu bien précis, mais quelques clins d'œil tout de même qui ont été adressés via les gares qui sont issues de chez Région et Compagnie. Dans les modèles qui sont proposés, on a des noms de gares qui sont proposés. Là, c'est un petit clin d'œil au grand-père de mon épouse, qui a été chef de gare, une gare qui s'appelait Darniole et qui se situe sur la ligne Châteauneuf-Épinal. Et donc, histoire de faire un petit clin d'œil au grand-père, avec mon épouse qui contribue à la construction des maquettes, on a décidé de baptiser cette gare-là Darniole,
de la même manière que l'autre gare qui se situe sur la face avant du réseau s'appelle Girancourt, et c'est une des gares qui se trouve sur la même ligne. Et puis en termes de décor, comme sur cette même ligne également, il y a un viaduc qui traverse, qui surplombe une rivière qui s'appelle l'Ourche. Ben voilà, ça tombait bien parce que je voulais un viaduc sur le réseau, donc on en a profité. Sa passion, Jean-Pierre l'avait mise en sommeil pendant de nombreuses années, mais lorsque la belle endormie s'est réveillée, c'est dans un autre monde qu'elle s'est retrouvée. Le modélisme ferroviaire avait fait un bond technologique que Jean-Pierre n'aurait même pas soupçonné. C'est-à-dire qu'au bout de 45 ans, quand je me suis replongé, quand j'ai replongé dans ce domaine-là, j'ai découvert qu'il y avait du digital et des machines qui faisaient du bruit, qui sifflaient, qui klaxonnaient. Bon voilà. Alors bon, après c'est pareil. Hein, j'ai essayé de limiter un peu les coûts de la construction de ce réseau. Analogique, c'était quelque chose que je maîtrisais. Et on va dire, en restant prudent, voilà, j'ai préféré me cantonner à l'analogique. Et alors bon, ça a fait débat parce que assez rapidement, j'ai profité de certaines ressources sur le net et notamment du forum LRPress sur lequel j'étais inscrit, en suggérant, en exposant mes choix, voire même des plans de réseau avant d'aboutir à celui-ci. Et puis en faisant part de mes choix de rester en analogique. Alors c'était assez rigolo parce qu'on avait des pros des pros digital qui ne juraient pas que par ça, d'autres qui me conseillent, qui me disaient bah écoute, reste en analogique, c'est un choix, assume-le, il n'y a pas de souci, c'est bien. Et en fin de compte, c'était assez rigolo parce que assez rapidement, c'est devenu un débat entre les pros digital et les pros analogiques auxquels j'avais même pu apprendre part. Enfin, c'était assez rigolo, quoi. Mais voilà, bon, j'ai fait des choix, je les assume et je dis pas qu'un jour je changerai pas d'avis, mais là, pour le moment, je voulais faire simple, être sûr d'y arriver. Et sans avoir à appréhender trop de nouvelles choses. Et déjà, ne serait-ce que de faire du décor, de faire du flocage, faire du ballast, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Alors bon, ça peut paraître anodin et très basique pour certains, mais voilà, pour moi, c'était une découverte. Et c'est grâce à des chaînes comme Aiguillage, comme à des tutos qu'on trouve aujourd'hui sur le net, au beau conseil de gens qui pratiquent depuis des années, qu'on arrive à trouver des ressources et qu'on tente de répéter le plus proprement possible les techniques qui sont proposées, quoi. Parmi elles, il y en a une que Jean-Pierre a empruntée à un club de modélisme ferroviaire auquel il a rendu visite dans le Périgord, le Mérillier Vapeur 24, qui utilise de l'absorbant à gasoil pour produire son ballast. Parmi les choix que Jean-Pierre a eu à faire, il a fallu évidemment définir comment il allait alimenter son réseau. Et il a opté pour un système qui s'appelle Gauge Master, qu'il va nous présenter dans un instant, mais qui, crise sanitaire et Brexit oblige, puisqu'il s'agit de matériel anglais, a mis bien du temps à arriver. Pourquoi j'ai retenu ce système-là, c'est j'avais vu pareil sur des tutoriels et certainement dans des articles de la presse spécialisée une bonne critique sur ce type de matériel, en tout cas pour l'analogique. C'est du pur continu. Et ce qui est intéressant, c'est le niveau de ralenti qu'offre ce type de matériel, quoi. C'est un matériel qui a une bonne précision. En tout cas, on arrive à ajuster très 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 finement la vitesse des machines. Par contre, ce sont des platines qu'il faut équiper. Il faut quand même des transformateurs pour des sorties de 16 volts pour alimenter en alternative ces platines-là. Et puis et voilà. Et bon, j'ai complété un peu le dispositif. La seule chose que je regrette sur ces platines, c'est il y a bien un petit interrupteur qui permet d'actionner marche avant, position arrêt ou marche arrière. Pour autant, c'est un bouton, un interrupteur mécanique
Il y a des fois quand on veut pas se tromper dans les sens de circulation, moi j'ai doublé le système en y mettant des LED qui me permettent de visuellement, même si je suis à l'autre bout du réseau, de voir dans quel sens le train tourne, quoi. Là effectivement on a une platine double, une platine simple, ce qui me permet de piloter les 2 voies principales du réseau et puis une partie dédiée à la voie 3 qu'on voit au niveau de la gare et cette partie un peu dépôt vapeur et triage. Pendant qu'on est sur cette platine là, voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que ça existe en platine double, en platine simple, voire en platine quadruple. On peut avoir jusqu'à 4 dispositifs de commande séparés. Les fameux interrupteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont des interrupteurs très simples, mais qui du coup sont pas très visuels, qu'on ne se rend pas vraiment compte du sens de marche souhaité. Donc c'est pour ça que j'ai doublé ce dispositif avec des LED là que j'ai en dessous de chacune des platines et qui me permettent de constater dans quel sens le train va aller. Donc comme je disais, hein, si on regarde la machine, on peut obtenir des ralentis qui sont assez impressionnants. Voilà. Donc ça c'est vraiment un plus, en tout cas. C'est en cela que Gaugemaster a bonne réputation dans le monde du modélisme. Et ça rejoint l'histoire et la problématique des LED là. Faut pas se tromper dans les polarités, notamment quand il y a un changement de voie, que la machine passe d'une voie à une autre, on a intérêt d'être dans le même niveau de polarité, parce que sinon on fait rapidement sauter des fusibles. Et après la phase de mise au point de la semaine dernière, j'en sais quelque chose. Donc voilà, donc j'ai très rapidement mis des LED là, qui me permettent d'éviter ce genre de bêtises. Et donc ça, c'était pour la partie gare principale, triage qu'on voit ici. Et puis donc j'ai une autre partie pupitre de commande avec de nouveau une platine double qui me permet de piloter toute la partie halle marchandises, la partie l'embranchement particulier sur la scierie au fond du réseau, ainsi que le train touristique. Un sacré changement quand même, parce que jusqu'à une quinzaine de jours avant le tournage de ce reportage, Jean-Pierre ne pouvait faire fonctionner son réseau qu'à l'aide d'un transformateur Jouef datant de l'époque où il avait démarré le modélisme ferroviaire, une bonne 50aine d'années, avec une pince crocodile qu'il branchait directement sur les voies, ce qui lui permettait de faire tourner au moins une rame à la fois. En revanche, pour ce qui est du contrôle des aiguilles, eh bien, c'est encore en cours. Commande des aiguilles bientôt, mais j'ai pas encore puisque là c'est pareil, il y a le matériel est en refabrication. J'ai déjà retenu des signaux et donc là tout est déjà pré-câblé avec un retour sur le TCO. Tout est pré-câblé, voilà, il n'y a plus qu'à obtenir les signaux et à les installer, les raccorder, enfin percer le plan de roulement pour les raccorder, mais là tout le câblage sous le plan de roulement est déjà tiré. Comme vous pouvez le voir, la construction du réseau de Jean-Pierre est maintenant bien avancée. Il reste ça et là quelques points à signaler, mais l'extension du réseau, on en parle tout de suite ou on attend encore un peu? Ben là déjà j'ai effectivement, comme on pourra le constater sur la vidéo, hein, toute une partie à aboutir, là, la partie scierie, la partie aux abords du viaduc où doit aboutir le petit train touristique. Donc il y a encore un peu de travail de ce point de vue-là. Une partie éclairage, puisque Girancourt n'est pas encore doté de lampadaires de quai ni d'éclairage ni de lampadaires sur les voies publiques, enfin sur les routes. Après, bon, je dis pas qu'un jour ou l'autre, j'étendrai pas ce réseau, quitte à peut-être imaginer un dispositif avec une gare cachée, ou en tout cas un espace qui me permette de faire stationner des rames pour avoir un peu plus de circulation variée sur le réseau actuel, quoi.
Eh bien, il me reste à remercier Jean-Pierre pour la visite de son réseau, site de l'association AMCF dont je vous ai parlé il y a quelques semaines dans Aiguillage et dont je vous reparlerai certainement parce qu'ils ont pas mal de projets qui sont en passe d'évoluer de façon visiblement assez favorable. Et je vous retrouve en attendant jeudi pour de nouvelles aventures sur les rails.